Bien, aujourd'hui, on revient, Bertrand, à la formule du 5 majeur. Yes, dis-moi. Ça fait quelques temps voilà, qu'on l'avait un petit peu délaissé, playoff oblige, fin de saison, équipe éliminée, on avait beaucoup de choses à dire. Mais là, on a décidé de faire un 5 majeur actuel. Donc, comme vous le savez, on fait en général deux types de 5 majeurs, all-time et 5 majeurs actuels, du coup. Là, le all-time, bon, on va un petit peu le laisser de côté, on aura beaucoup de choses à dire cet été, etc., etc. Mais on a voulu faire un format un peu particulier, vu que c'est les playoffs, vu que parfois les années filent, voilà, les souvenirs s'effacent un petit peu, Bertrand. Donc, on s'est dit, on va faire le 5 majeur pour nous, le 5 majeur idéal de ce premier tour de playoff 2024. C'est pas mal, Bertrand. Ouais, ça me paraît pas mal. J'aime bien cette idée. Écoute, est-ce que tu veux que je te dise quels ont été mes critères pour définir mes 5 joueurs? Allez, j'allais te donner les miens, donc vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, écoute, moi j'ai pris déjà critère important que des joueurs dans des équipes qui ont gagné. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de très bons joueurs dans des équipes qui ont malheureusement perdu. On va en citer pas mal, je pense. Mais moi, il faut absolument gagner. T'as perdu, c'est foutu. Ensuite, j'ai pris des joueurs aussi qui ont augmenté leur impact en playoff par rapport à la saison régulière. C'est-à-dire des Ah joueurs bah qui c'est étaient... mieux, hein, c'est mieux, hein, normalement. Oui, mais c'est pas évident. Mais Parce c'est que... pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas Non, de c'est tout pas le le cas de monde. tout le monde et c'est pas évident non plus parce qu'il y a des joueurs qui étaient très forts en saison régulière et qui ont encore augmenté leurs aptitudes tout simplement en playoff. Et donc voilà, moi c'était mes deux critères principaux et puis après il y a un peu une petite part de kiff et de subjectivité bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Moi, je suis parti sur quelque chose d'un peu particulier, mais je pense que voilà, c'est assez facilement compréhensible. Je me suis dit, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, si on re-regarde cette vidéo, des fois les lignes de stats sont parlantes et criantes, on se rend compte que tel joueur est très fort parce que la ligne de stats le met en avant. Et moi, je suis un peu parti voilà, à contre-courant de ça et de me dire, l'impact a été phénoménal, la performance a été phénoménale, et je veux que les gens s'en souviennent, du coup, je vais parler de toi, mon gars. Hmm. Donc voilà un petit peu Pour sur quoi je suis éviter les parti. réécritures d'histoire, c'est pas mal ça. Après, là, c'est moi qui écris mon histoire aussi, tu vois. Donc, est-ce que les gens la partagent? Ça, à vous de me le dire dans les commentaires, les gars. Allez, on commence, Bertrand. Poste 1 sur ce premier tour des playoffs 2024. Qui est ton meneur de jeu? Bah, le franchise player d'Enix, même si certains trouvent qu'il est trop petit pour être franchise player, c'est bien sûr Jalen Brunson. Avec des coronets comme ça, Jalen Brunson, il a porté tout le Madison Square Garden. Il a été clutch. Et là où je trouve que c'est difficile, ce qu'a fait Brunson, c'est que tu regardes le roster des Knicks, c'est le seul vrai porteur de ballon, le seul qui peut créer en attaque. Les autres, ils sont plus dépendants en fait d'un autre joueur. Donc ça rend la tâche d'autant plus difficile puisque bon, la prise à deux arrive vite sur lui. Mais il a toujours su s'en tirer, il a toujours su mettre les gros shoots, le mid de Brunson, il est fou. Je parlais des joueurs qui avaient plus performé en playoff qu'en saison, bah lui c'est le cas là sur ses playoffs, il a 35 points de moyenne, pardon. Il perd moins de ballons qu'en saison régulière, enfin il est tout ce qu'il fait c'est mieux, sauf la réussite à 3 points, mais là on peut l'expliquer aussi par des défenses resserrées et puis parce que la fatigue joue. Mais non, Jalen Brunson, c'est voilà, il a fait taire pas mal de critiques qui encore récemment et il passe. Et il passe. Et moi, ça m'arrange beaucoup que tu mettes Jalen Brunson. Comme ça, je peux mettre mon gars sans trop me faire tirer dessus. Mais Jalen Brunson, t'as raison d'en parler, des deux premiers games assez compliqués. Et pourtant, New York les prend, hein. Et pourtant, New York les prend. Et après, voilà, il a fallu un petit peu qu'il se reprenne. Il s'est plus que repris. Il a mis des lignes de stats que MJ avait faites, etc. Donc, impressionnant, Jalen Brunson sur ce premier tour. Et t'as raison, l'endurance qu'il a, le fait de... Bah, c'est un peu le style de jeu de New York, tu vois, il était censé avoir Randle en deuxième porteur, en deuxième joueur d'ISO. Bah, il n'est pas là, du coup, ils font un peu avec les moyens du bord. Et de toute façon, même cette équipe new-yorkaise, dans l'ensemble, est admirable sur ce premier tour. Moi, j'ai un New-Yorkais, j'en parle pas tout de suite, mais j'ai un New-Yorkais également dans mon 5, je parlais de stats, etc. Donc, Monsieur Brunson, pour toi, moi, j'ai un joueur de l'autre conférence, donc de la conférence Ouest. Les stats ne resteront peut-être pas dans l'histoire, mais deux de ses performances vont rester dans l'histoire. Jamal Murray a mis 2 game winners à moins de 5 secondes de la fin d'un match contre les Lakers. Et donc voilà, j'ai le meneur du Colorado, Monsieur Murray, le Canadien. Performance au game 2, je sais même pas quoi dire, hollywoodienne, où Denver est à moins 20, ça remonte, etc. J'ai d'ailleurs les stats sur ses 32 premières minutes lors de ce game 2 contre Los Angeles. Jamal Murray a 8 points, 4 sur 18 au shoot. 4 sur 18, donc vraiment dans le dur. Caca. Mais sur les 7 dernières minutes, il se met tranquillement en rythme. 12 points à 5 sur 6. Et le game winner sur la truffe d'AD. Magnifique, la salle explose, tout ça. AD, tu sais, en PLS sur le banc Qui tombe sur le banc, ouais. Nuggets. Est-ce Voilà. que c'est pas d'ailleurs ce match qui tourne la série dans le sens, la série était déjà pour Denver, mais qui vraiment
met la marque de Denver sur cette série. Est-ce que c'est pas ça justement Ouais, le fait moi, que les Nuggets gagnent cette série? Moi, je pense qu'il y a eu un petit trauma psychologique à ce moment-là côté Lakers. On en reparlera hein, de cette série, etc. On va bientôt d'ailleurs sortir une vidéo sur les Lakers et l'après. Mais ouais, non, je pense que psychologiquement, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal psychologiquement. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi, bon voilà, toute la série où il a quand même été le pick and roll Jokic-Murray. On sait, ça reste létal. Et surtout après, au Game 5, pour clore la série, ben, monsieur ne devait pas jouer, était incertain, blessure au mollet. Il arrive, 32 points, nouveau game winner cette fois sur la truffe d'Austin Reeves. Donc 2 game winners dans la série, magistral, le Colorado qui se lève, monsieur Jamal Murray. Et puis même, c'est un joueur, je trouve, sur lequel on met pas assez de lumière en permanence. Donc ça me donne l'opportunité une nouvelle fois de mettre les spotlights sur lui. Donc Et surtout monsieur que Jamal Murray. le staff médical était contre le fait qu'il joue. Et lui, il a dit, bah non, je vais jouer. Et donc il a joué, il a assumé. Bon, bah chapeau, hein, monsieur. Ça, c'est une vraie performance de joueur de playoff. Playoff Murray. Playoff Donc voilà, Murray. ton poste 2 qui est Ton poste 2 qui est C'est ton petit. C'est Anthony Edwards. Ton joueur chouchou, donc il s'est révélé comme étant vraiment la star des Minnesota Timberwolves, toujours avec son côté assez particulier, c'est-à-dire que c'est la star assumée des Wolves, mais il va quand même rester humble, etc. Alors ils ont fessé les Suns. Les Suns, c'est Booker, c'est Bill, c'est Kevin Durant. Edwards, il en a rien à foutre, que ce soit en attaque ou en défense, il a fait le taf, il s'est comporté vraiment, vraiment comme un bonhomme. Sa petite danse, je peux pas la faire parce que déjà je suis très mauvais danseur et parce que c'est un peu interdit au moins de 18 ans, mais bref. Écoute, il passe de 25.9 en saison régulière à 33.4 et avec, tu sais, avec une facilité, tu vois qu'il y a du contrôle, tu vois que le mec il sait ce qu'il fait et il va te tuer et t'as pas de réponse à ça. Bah, moi, tu sais bien que je vais pas dire grand-chose de négatif sur Anthony Edwards, même si, bon, j'en ai hein, des choses négatives à dire, mais il est en train de les gommer petit à petit. Bah, c'est Voilà, perte de balle, ouais. Moi, c'était ça qui m'avait un peu gêné. Ouais, l'entêtement extérieur, des fois un petit peu le fait de s'effacer même sur les fins de match parfois. Bon, bah là, il est pas effacé du Non. tout, il a pété la gueule au Suns Game 4. Donc, non, Ant, majestueux. Et je suis content que le monde voit Bertrand. Je suis content. Regardez, il est là. Mais attends, parce que je reviens juste sur son entêtement extérieur. Même son 3 points, il a augmenté. Il est à 43% 6 à 3 points sur cette série. Et il a jamais fait ça, Edwards. Il a jamais fait ça. Donc, il a trouvé le meilleur moment pour entrer ses shoots derrière la ligne. Non, il met des petits fades, on dira, voilà, tout le monde sait à qui ça ressemble. Il sait drive, il peut pull up de loin, défensivement sur l'homme, c'est très fort. Et puis même, tu vois, il y a ce truc un peu impalpable où tu sens qu'il y a une espèce d'aura, aussi bien dans le groupe de Timberwolves qu'autour de cette équipe de Minnesota. Et moi, j'en dis pas plus parce que j'ai peur que ça porte la poisse, donc je vais pas en dire plus sur Anthony Edwards. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes talents se réveiller, surtout lui. Bref, moi, mon poste 2, donc là, Ant, bien évidemment, bah, tu l'as dit, les stats le reflètent. Donc moi, j'ai pas mis Ant comme j'ai pas mis Brunson parce que c'est des joueurs voilà où les lignes de stats. Mais je comprends qu'on les mette et c'est complètement normal de les mettre. C'est peut-être moi qui y vais un peu à contre-courant, mais c'est des joueurs dont j'avais envie de parler. Moi, c'est Monsieur Lugensdort d'Oklahoma City. Pareil, encore une fois. Alors là, pour le coup, ce qui est intéressant pour mettre en avant sa performance, c'est les stats, mais pas les siennes. Ah. C'est les stats de son adversaire, du coup. Donc Lugensdorf qui avait été missionné, donc on le rappelle, contexte de Nola qui devait jouer sans Zion, donc BI a dû prendre ce rôle de première option plus. Et Lou Dort s'en est régalé, il a fait vivre une série cauchemardesque à l'ailier d'OKC, qui d'ailleurs depuis est dans des rumeurs de trade, donc ça va vraiment, c'est vraiment parti assez loin. BI qui avait fait une belle saison, malheureusement, les deux extrémités, c'est Coupe du Monde en Asie et Playoff 2024, donc c'est deux échéances très très compliquées pour lui. Les stats donc de Brandon Ingram sur cette série face à Lugensdorf, c'est 14 points en 35, 25, 90, donc les lancers ça va, 35% au shoot, 25% à 3, 4.5 rebonds, 3.3 assists, donc des stats, on le rappelle, hein, franchise, enfin, sur cette série, option 1 des Pelicans, donc dans le dur en permanence, rien ne lui a été donné, et puis même plus la série avançait, plus on voyait que BI déconnectait et vraiment perdait son basket, même. Donc là, on a vraiment le mec qui, sur toi, est très fort, ne lâche rien, et en plus de ça, rentre dans ta tête et te fait complètement perdre tes moyens. Donc, tu sais, on en parle souvent de mettre en avant la défense. OKC a été très fort
Chet aussi, notamment sur la protection de cercle, il laisse très peu de chance et dissuade énormément. Mais tout OKC a été très fort. Mais pour moi, le symbole, et de toute façon, OKC s'est pas trompé. À l'interview de la qualification après le Game 4, il fallait qu'un mec parle. Ils ont fait venir Luguensdort pour que ce soit Luguensdort qui parle, parce qu'il a été vraiment le symbole de cette défense décuplée du Thunder. Donc, chapeau, monsieur Dort. Bravo à vous. Je l'appelle, moi, le frigo le plus mobile de l'Oklahoma. Et je suis très, très fier qu'il ait performé à ce niveau-là. Et c'est pas la première fois, Lou Dort, hein, en playoff qui step up. Hein. C'est pas la première fois. De James Harden, mais en plus de, bon, là, t'as très bien parlé de toute sa défense, mais même sa capacité à mettre des gros shoots à 3. Et bah, écoute, Lou Dort, alors là, c'était vraiment le 3 parfait. Et autant on t'attendait en défense, peut-être pas à ce niveau aussi incroyable, parce que Ingram, même quand il y a Zion, on peut le dire que c'est le franchise player un bis des Pélicans. Mais non, mais là, t'as fait tout ce qu'il fallait, Lou. Puis même, il lui rend de la taille. Après, voilà, au physique, Lou sur l'homme, c'est compliqué. Moi, je l'avais vu plusieurs fois. Il est jamais fatigué, ce mec-là. Ah ouais, non, il lâche rien, il est chiant. Vrai, et en plus, il sort et ils ont le mini, tu sais, le Kayson Wallace qui rentre après derrière. Donc ils ont le mini lui qui rentre. Donc non, OKC, il y avait des petits doutes aussi sur le fait que est-ce qu'ils vont assumer ce statut de tête de série. Sans Zion, en plus, bon, la voie était un peu plus ouverte. Et ben, pas de sentiment. 4-0, premier sweep depuis une plombe, je crois. Et première qualification depuis l'Air KD aussi au second tour. Donc bravo à ce jeune Thunder, en espérant qu'il nous régale encore longtemps. Et bravo, monsieur Luguensdort. Ton poste 3. Mon poste 3, bah alors là, c'est le héros de la Big Apple. C'est Josh Hart. Josh Hart, il a été titulaire 42 fois cette saison sur 81 matchs joués. Bon, bah là, il a fait tous les matchs titulaires. Tellement titulaire que, bon, ses minutes ont explosé. Il a joué plus de 46 minutes. Alors, il a eu cette déclaration un peu sympa quand on lui a dit, mais enfin, tu joues beaucoup là quand même. Il a dit en gros, je paraphrase, mais en gros, bah écoute, c'est pas difficile. Moi, je suis joueur NBA. Il y a des ouvriers qui travaillent de 9h à 18h. Eux, pour le coup, c'est vraiment difficile. Moi, je suis juste joueur NBA. Je fais ce qui me plaît. Donc, en plus d'être fort sur le terrain, il est fort en interview. Il arrive à se faire aimer, même avec ses coupes écrit New York sur la tête. Mais pour parler du jeu. Attends, Bertrand, je te coupe parce qu'on l'avait fait pour Caruso dans un 5 majeur. Moi aussi, j'ai Josh Hart. Donc, je le mets tout de suite, bam, qui apparaît. Moi aussi, j'ai Josh Hart. Il est pas poste 3, j'ai décalé poste 4. Tu sais, ça marche aussi. Un peu, voilà. Donc, moi aussi, j'ai Josh Hart. Donc, on va discuter de Josh Hart, bien évidemment. Monsieur Josh Hart, le cœur et les couilles de Gotham. Ah oui. Vas-y. Non, mais ça marche aussi, poste 4, parce que justement, j'allais parler de ça. Ce qui me frappe le plus de Josh Hart, c'est ses rebonds. Et ses rebonds offensifs. Le mec, alors, il est toujours bien placé, mais surtout, il y va. Il va jamais, tu sais, il y a beaucoup de joueurs, il y a un shoot qui est pris, et puis, ils marchent au côté, ils sont un peu, comment dire, un peu feignants. Lui, non. Et même s'il va finir à terre, il va y aller au rebond, il va aller se battre, il va faire les 3 sauts d'affilée pour faire des petites tapettes et retrouver le ballon. Je trouve ça incroyable. Et en plus, cette série, se finit en apothéose pour lui, puisqu'il met le dagger dans le match décisif. Un match qui était pas évident pour lui. Son adresse, on avait vu qu'elle commençait à chuter. Il était pas en confiance. Il prend son shoot. Ok, il est libre à 3 points sur la tête de raquette, mais il le met, filoche, victoire. Et bravo. Franchement, ça pouvait pas être mieux que ce soit lui qui délivre les Knicks. Il a ce profil du dog, tu vois, comme disent les Caris. C'est vraiment le cœur, la combativité permanente. Game 1, il met des paniers cruciaux dans les dernières minutes, justement pour donner l'avantage aux Knicks. Game 2, il y a cette action du coup qui a été revue et la faute aurait dû être sifflée, etc. Mais qui est faute ou pas, bon, ça change beaucoup de choses pour la série. Mais dans la combativité de Josh Hart, en tout cas, ça l'expose. On voit que le mec ne lâchera jamais rien. Je suis à -6, je suis à -8, j'y vais, je me bats. Comme tu l'as dit, et par contre, non, sur le Game 6, il fait un 3 sur 5, donc à 3 points. Non, mais je veux dire, sur le reste de la série. Sur le reste de la série, ça commençait à descendre, on voit bien sûr. Il met le dagger Game 6. Et puis, c'était une consigne de Thibodeau, les rebonds offensifs. On sait que ça a été le secteur sur lequel les Knicks sont surclassés les Sixers. Mais Josh Hart, c'est... En plus, il y a ce côté sympa, tu vois, à New York, c'est ces gars de Villanova, les mecs se connaissent depuis qu'ils ont 18-19 ans, les mecs se battent ensemble, c'est vraiment des DiVincenzo et Brunson étaient roommates à l'université, maintenant, Hart et Brunson ont un podcast qui s'appelle Roommate aussi, je crois que c'est ça, Roommate, hein, le nom du podcast. J'ai plus le nom du podcast, ou Nova Boys. Ouais, bref, les mecs se surkiffent et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence avec ces Knicks-là, tu vois, c'est que les mecs ont envie de se donner les uns pour les autres. En fait, tu vois, moi, quand j'évalue des joueurs, on en parle souvent, tu vois, la différence entre le talent, les qualités, tout ça, et l'envie qui fait beaucoup de choses. Et ben, si tu dois
illustrer ce qu'est l'envie en NBA, bah, tu montes Josh Hart. Ce Ouais, mec-là réalise ces choses parce qu'il a envie, parce qu'il se bat plus que les autres. Et c'est pas au talent que New York est passé, même si Brunson a été majestueux, tu l'as dit, etc. C'est à l'envie que les Knicks sont passés sur ce premier tour. Hein. Ouais, C'est à non, c'est l'envie clair. que les Knicks ont fini deuxième. C'est à l'envie que Thibodeau booste ses gars, etc. Et d'ailleurs, Tibbs, pareil, moi j'en reparle vite fait. Beaucoup de critiques sur les temps de jeu parce que Josh Hart a été le joueur qui a le plus joué sur le premier tour. Je sais plus combien de minutes. La légende raconte qu'il est encore 46 sur le minutes. parquet. 46 minutes. Voilà, 46 minutes. Apparemment, il sera encore sur le parquet du Garden à l'heure actuelle. Mais voilà, les mecs se battent, les mecs donnent tout. Et c'est admirable. Donc moi, Josh Hart. Mais validé. Josh Hart, tu sais, c'est le joueur, à chaque fois qu'une équipe est championne, tu te dis, ah, mais ce joueur, c'est vraiment le role player parfait. L'an dernier, c'était Bruce Brown. Enfin, tous les ans, t'as des role players comme ça parfaits. Josh Hart, je dis pas que les Knicks vont être champions, mais Josh Hart, il a vraiment cette tête d'être le role player d'une équipe championne, mais parfait. Tu te dis, ah ouais, bah oui, ils ont été champions, bah oui, il y a truc et machin qui sont All-Star, mais il y a lui qui est en role player incroyable. Et dans ce 5, moi j'ai mis Josh Hart, mais voilà, comme tu l'as dit, ça aurait pu être DiVincenzo, ça aurait pu être Anunoby, mais celui qui représente le plus cet esprit de New York, cet esprit je me bagarre, je plonge par terre, pour moi c'est Josh Hart. Mais tu vois, en plus, t'as John Stark sur le côté, tu vois, qui est là en mode, ouais, vas-y, mon gars, et tout. Bah ouais, c'est son numéro, en fait, plus. Voilà. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que t'as des mecs comme ça, ils vont se donner parce que, soit le contrat arrive ou quoi. Lui, il a été prolongé l'été dernier. Il s'en fout, Josh Hart. Il va toucher, attends, il va toucher 18, 19, 20, 22 jusqu'en 2028, il est lock, hein. Donc là, même, il en branlerait pas une, sa thune, elle est là, hein. Non, mais il est pas là pour ça. Il est pas là pour l'argent, Josh Hart. Il est là pour se surpasser et c'est admirable et on aime les joueurs comme ça. Donc bravo, monsieur Josh Hart, que ça continue ou pas pour les Knicks. En tout cas, vous avez réalisé un premier tour exceptionnel. Et il finit à 12 rebonds 3. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de la folie, quoi. Il est à 12,3 rebonds. Ouais. Ouais, ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah ouais, 4 rebonds offensifs par match. Non, mais c'est fou. Et une adresse extérieure décuplée. Une adresse extérieure. Ah attends, oui. là, je fais mon poste 3 du coup. Je fais mon poste 3 parce pardon, que moi, c'est mon poste 4. Ah oui, ton poste 4, c'est Hart. Ok, vas-y, ouais. excuse-moi. C'est mon poste 4. Moi, je retourne dans le Colorado, donc les gens vont dire, oh là, Denver, tu nous saoules avec Denver. Mais en tout cas, voilà, c'est des joueurs. En fait, c'est des joueurs parce que je vois des fois qu'on n'en parle pas assez, ou des fois on leur tombe dessus. Pour mais j'ai compris. Moi, je mets New York, toi, tu mets Denver, j'ai compris. Voilà, c'est un peu ça. Les fans des Lakers m'en voudront, mais les fans des Lakers vont. Je pense que, et sur Jamal, et sur donc Michael Porter Jr., que j'ai au poste 3, les fans des Lakers me rejoindront. Michael Porter Jr., pourquoi je le mets? Parce que MPJ, ça a été un joueur qui a été souvent décrié pour son irrégularité. On sait déjà qu'il a fait des gros progrès défensifs depuis qu'il est arrivé. Et là, surtout sur ce premier tour contre les Lakers, Michael Porter Jr., ça a été la bouffée d'oxygène permanente de Denver. Dès que Denver était un petit peu dans le dur, bam, une filoche extérieure pour te remettre la tête à l'endroit. Dès que Denver trouvait pas trop de solutions ou quoi, shoot miraculeux. Et puis tu sais, on en avait parlé dans la vidéo des shooters, son long mid, etc. Bref, MPJ a été une bouffée d'air frais pour tout le Colorado, malgré l'altitude, etc. Et j'ai ces stats et je les trouve intéressantes, pas parce qu'elles sont impressionnantes, mais parce qu'elles sont régulières, ces stats. Contre les Lakers, du coup, MPJ, c'est 19 points, 8 rebonds, 22 points, 9 rebonds, 20 points, 10 rebonds, 27 points, 11 rebonds, 26 points, 4 rebonds. Tu vois, dans l'ensemble, on est vraiment sur du 22, 22-7, 22-8. Enfin bref, il a fait une série ultra régulière avec un poignet ultra régulier. Même, voilà, son adresse extérieure. Son adresse extérieure, on est sur du 43, 60, 33, 36, 71. Bon, il y a bien évidemment des gros plus et des gros moins, mais c'est sur des quantités de 7, 8 shoots. Donc ça varie aussi. Mais au ressenti, Michael Porter Jr. a vraiment été salvateur pour ces Nuggets et je tenais à lui tirer mon chapeau, surtout qu'en plus il y a un contexte familial qui l'entoure très difficile. Ouais. Lui-même a dit que, donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera regardée, sachez que plusieurs de ses frères sont un peu accusés de tout et rien aux États-Unis en ce moment et lui-même a déclaré que voilà, il avait 15 frères aussi à Denver et que ça l'aidait beaucoup là-dedans et donc pour garder ce niveau-là, cette régularité-là malgré ce hors-terrain, bah, c'est admirable et mon chapeau, Michael. Bravo. Ouais, et puis même au-delà de ça, on a vu d'où partait Michael Porter Jr. Défensivement, c'était une catastrophe. Là, tu le regardes maintenant, bon bah c'est un joueur mid en défense. C'est plus, excuse-moi, c'est plus le joueur autant porte ouverte qu'il a pu l'être. Et comme tu as dit, oui, c'est à chaque fois. Denver est en difficulté, boum, il va mettre un shoot qui te permet de dire c'est bon, on est encore dedans, ou de creuser l'écart. Défendre Jokic, Gordon Murray, donc cette relation à 3 qui commence toujours par le pick and roll Murray-Jokic, c'est compliqué. Si derrière ton MPJ il met pas les shoots, bah voilà, les Lakers, ton plan défensif a marché. Si derrière t'as KCP et Porter qui arrivent à te seconder et à te rentrer ses shoots,
c'est trop casse-tête pour l'équipe adverse et bah voilà, son rôle est clé. J'en avais parlé d'ailleurs dans la preview en disant que si Michael Porter Jr. avait une régularité et rentrait ses shoots, ça serait quasiment Regardez mission le impossible pour flexé, les lui, Lakers. là. Non, mais c'est pour dire que cette régularité, c'est vrai. Mais c'est pour dire que cette régularité, c'est quelque chose qu'on attend de lui. En plus, il a signé un contrat sympa, donc on veut voir cette régularité dans une équipe qui est ambitieuse. Bien sûr. Et ça s'est avéré. Après, j'ai dit beaucoup de conneries. Hein. T'inquiète pas que mes conneries, par contre, je vais pas m'en vanter. Hein. Mais celle-là, pour le coup, c'était juste. Non, et puis, Donc, pour finir sur lui, ça fait plaisir aussi son début de carrière. Tu sais, il était compliqué avec ses problèmes de dos, etc. Donc je suis content qu'il bien sûr. s'épanouisse. Je crois que c'est double opération du dos. Hein. Je crois que c'est double. Ouais, un truc comme ça, mais enfin, c'était un mec qui était premier à être first pick et qui. Ouais, enfin bon, bref. Moi, alors, je vais passer sur mon poste 4. Vu que toi c'est Josh Hart, moi je suis allé du côté d'OKC. Donc t'as magnifiquement bien parlé d'OKC tout à l'heure et de Lou Dort. Moi c'est Jalen Williams que je voulais féliciter parce que autant Lou Dort était un des rares joueurs d'OKC à avoir déjà fait des playoffs. Jalen Williams, alors lui tout était nouveau pour lui. Et ben encore un joueur qui a augmenté ses stats en playoff et son influence. Dort a été incroyable en défense, mais je trouve que c'est vraiment collectivement que le Thunder a prouvé de ce côté-là. Et Jalen Williams, bah voilà, dans les aides, dans les placements, il a été très bon. Il en a pas fait. En fait, il a été juste. Il en a pas fait trop, mais il a été là quand il fallait. Il a su aussi avoir un bon playmaking. Il a une bonne présence au rebond. Voilà, je trouve que Jalen Williams pour ses premiers playoffs, il a montré que bah, c'était le même qu'en saison, mais avec une comment dire, plus d'impact, voilà. Et il y a cette régularité, il y a le fait aussi que dans certains clutches, G-Dub sait sortir de sa boîte, etc. Donc non, OKC, après, mais même tout OKC dans l'ensemble a été admirable. Et bizarrement, en fait, c'est une satisfaction, tu vois. C'est parce que tu te dis toujours, t'as peur de ces jeunes, ce qu'ils vont donner en playoff, mais là, t'es rassuré. Voilà. Excuse-moi, termine sur Shea. Non, c'est ça. C'est peut-être Shea qui a le moins step up en playoff du côté d'OKC. Et c'est ça qui est encourageant aussi pour eux de se dire Ouais, bon, ouf. quand notre gars va sortir de sa boîte. En plus, il s'est fait un petit bobo à la cheville. Mais en tout cas, voilà, le Thunder, magnifique. Et G-Dub, ouais, bah, pareil, régularité, performance. Et ouais, t'as raison de le souligner. Deuxième saison, découverte des playoffs. C'est en post-season que les grands joueurs se réveillent. Et G-Dub confirme encore une fois que la maturité est avancée, même s'il n'est pas tout jeune. Hein, G-Dub, c'est un rookie qui est drafté assez tard. Mais quand même, quand même. Ouais. Tu veux aboyer? Je sais pas le faire comme. Je pensais pas que t'allais le faire. Putain. Ok, coupez les gars. Allez, on passe au poste 5. Ah bah le poste 5. On aurait dit un chat-chien un peu. Ouais, mais j'arrive pas à faire comme eux. Ils le font bien. Poste 5. Poste 5, moi je vais parler d'un monsieur on va en parler dans 2 jours. Je sais pas quand on va sortir la vidéo, mais quand le MVP va sortir, c'est Nikola Jokic. Il a jamais fait autant de passes en playoff que lors de cette série, donc 9 passes 7. Pour l'instant c'est son record en playoff, hein, si les playoffs s'arrêtaient là. Et bah voilà, hein, Denver encore une fois, on a mis tout le 5 de Denver là par KCP finalement, c'est incroyable. Mais non, c'est pour prouver que Jokic, face à lui, il y avait Anthony Davis, un des meilleurs défenseurs de la ligue. Hein, vraiment, on peut débattre, mais il est vraiment dans le top 5-6. Bah comme d'habitude, Jokic s'est régalé. Jokic a fait exactement ce qu'il voulait, à son rythme, ses petits lay-ups, ses petits fade-away, son shoot à 3 points, ses petites passes volleyées. Quand il fait la contre-attaque, il sait pas où est le ballon, hop, il l'envoie. Jokic a une maîtrise et une excellence dans un moment où tu te dis toujours, mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais quand souvent il commence à sauter, donc à son rythme, donc très lent, et tu te dis mais attends, mais à qui va passer le ballon? Et il trouve toujours le mec couvert, toujours. Mais comme si lui il savait ce qu'il faisait avant de sauter, alors que toi tu te dis toujours alors là c'est n'importe quoi, c'est ballon perdu. J'admire ce contrôle. Et ouais, donc voilà, sans forcer, il a encore bouffé les Lakers. Ça fait 8-1 sur les dernières séries de playoffs. Que dire? Jokic, c'est le basket. Bah moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas mis Niko Jokic, parce que les stats, comme tu l'as dit, vont encore une fois. Et est-ce que ça révélera assez l'impact même qu'il a? Je suis pas sûr. Parce que même moi, je me rappelle du game 3 où Gordon fait un gros match. Beaucoup de gens ont dit, ouais, c'est Gordon l'homme du match ou quoi. Et moi, j'étais pas forcément d'accord parce que
disait que si Gordon avait autant d'espace, si Gordon pouvait autant vivre dans le dos de la défense des Lakers, c'est parce que la défense des Lakers regardait un homme, et cet homme, c'était Nikola Jokic. Donc, AD a fait une série magnifique, AD a été très fort, il a su exploiter les quelques faiblesses défensives qu'a Nico, donc ça a été une très très belle série entre les deux hommes, mais Jokic, encore une fois, et on l'a vu sur le début de série contre Minnesota, au moment où on enregistre, à voir la suite, mais en tout cas, il faut se relayer à plusieurs pour défendre Nikola Jokic, et sur ce premier tour, il a été magnifique. Et justement, moi, je vais aller du côté de Minnesota pour mon numéro 5, Cocorico, Monsieur Rudy Gobert, éternellement un petit peu sous-coté, sous-estimé, etc. Donc c'est aussi un petit moyen de mettre de la lumière sur Rudy. On l'oublie pas, Suns, Minnesota, le 4-0, je suis pas sûr que grand monde le pronostiquait avant la série. Moi pas. Le fait est que 4-0, et Rudy n'y est pas pour rien. J'ai vu des Hall of Famers hésiter à attaquer Rudy au large. J'ai vu des Hall of Famers galérer sur Rudy au large. J'ai vu Rudy pousser les contre-attaques. J'ai vu Youssouf Nourkic être sous aide respiratoire parce que le combat permanent avec Rudy Gobert dans la raquette était éreintant. On voit Rudy replacer en permanence ses gars. On voit cette défense collective de Minnesota qui est magnifique. Il y a l'IQ. Et même Rudy, mine de rien, moi je trouve que le côté leadership de Rudy est intéressant aussi. Est-ce que c'était finalement le problème à Utah? Je laisse les gens m'en dire plus là-dessus. Mais en tout cas, je suis très très impressionné par le rendu. Et puis même, tu vois, constamment dans le second effort, constamment voilà, dans le combat. Enfin, moi, je veux mettre plus de lumière. De toute façon, avec Lou Dort, c'est ce que j'ai un petit peu fait sur les défenses, parce qu'en playoff, les défenses, mine de rien, ça sert à quelque chose. Et Rudy a été majestueux sur ce tour face à Phoenix. Donc, bravo, monsieur Rudy Gobert. Et Gobert joue beaucoup. Et cette répétition d'efforts, parce qu'en plus, jouer dans la raquette, tu donnes des coups, tu reçois beaucoup de coups. C'est vraiment, c'est pas la même fatigue qu'un guard. Et c'est vraiment une fatigue différente, mais Gobert est toujours là. Gobert fait toujours les efforts. Comme à Utah d'ailleurs, je trouve que parfois il pourrait être un peu plus servi. Parfois il demande le ballon, il est seul, il a juste à dunker, mais on le voit pas forcément. Ça encore, c'est l'apprentissage. Hein. Mais c'est quand même une équipe jeune, Minnesota. Mais pourtant il va continuer à aller faire ses efforts parce que c'est vrai que les grands toujours. Ouais. Et ça, tu as raison de le souligner, ça pourrait être une frustration ou quoi. Mais lui, il sait que ça ouvre des lignes de lecture, etc., des lignes de drive ou quoi. Donc il va toujours servir ou pas, même sur ses écrans en attaque. Si Ant drive aussi bien aussi, c'est parce que Rudy sert à tout ça. Et puis même ce qui aurait pu être une de ses faiblesses, c'est lancer franc. Il est à 88%, 22 sur 25 sur le premier tour contre Phoenix, 88% au lancer, c'est extraordinaire. Donc franchement, Rudy, chapeau, il est en train de fermer des gueules, en veux-tu, en voilà, et pour notre plus grand plaisir. Franchement, un gros respect à monsieur Rudy Gobert, et peut-être que, je sais pas ce qui va se passer à Phoenix, mais on a parlé que Lou Dort était responsable peut-être de l'éventuel trade de Ingram, peut-être que Rudy Gobert sera en partie responsable de quelques mouvements aussi. On verra. Donc, tu nous récapitules ton 5, du coup, sur ce premier tour des playoffs 2024, du coup. Et oui, donc j'ai Jalen Brunson, Anthony Edwards poste 2, Josh Hart poste 3, Jalen Williams poste 4 et Nikola Jokic en pivot. Poste 5. Moi, j'ai Jamal Murray poste 1, Lou Dort en 2, Michael Porter Jr. en 3, Josh Hart en 4 et Rudy Gobert en 5. J'ai du dog dans mon équipe, moi. Hein. Lou Dort, Josh Hart, Rudy. On est pas mal défensivement. On est pas mal. Vous nous dites, les gars, dans les commentaires, vos avis. Quel joueur, selon vous, on a oublié? Parce qu'on a dû en oublier pas mal. Moi, je pense à McConnell à Indiana, qui a fait une performance extraordinaire. Enfin, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui se sont sublimés. Donovan Mitchell à Cleveland, Derrick White à Boston. Il y a énormément de joueurs. Même dans les équipes qui ont perdu, hein, des Maxey, des Banchero, ça a été très fort, très solide. Bien sûr. Et là, je réfléchis un peu à l'Ouest. Qu'est-ce qu'on a eu à l'Ouest? Kyrie, les deuxièmes mi-temps de Kyrie. À noter, les gars, les deuxièmes mi-temps de Kyrie exceptionnels sur ce premier tour aussi. Du côté des Clippers, quelque peu là. Ça sera pour une autre vidéo, peut-être ça. Mais genre, en tout cas, voilà. Si, Ivica Zubac aussi. Très intéressant du côté des Clippers. Et enfin, la dernière, c'est qui me manque en bas? Et il dit, j'en ai parlé. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à nous dire qui, selon vous, on a pu oublier. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, Bertrand. Bah oui, exactement. Mon 5 a encore gagné, mais ça, tu l'as oublié de le préciser. Je ne le préciserai jamais, je ne l'assumerai jamais. Ciao les gars, prenez soin de vous. Salut. Bisous.